Bonjour à tous. Oui, c'est bon, je suis à l'image. Bonjour à tous et bon lundi. Vous êtes dans le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon qui est dans le pipi. Et oui, on va parler de pipi ce matin. On va parler bien sûr de plein d'autres news tech. On va pas parler que de pipi, je vous rassure. Nous sommes le 29 mars 2021 et on démarre tout de suite. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme. Moi, ça va. J'aimerais déjà remercier Lou Geneste qui a renouvelé son abonnement. Abonné pour 6 mois. Merci beaucoup à toi. Et merci à tous les futurs contributeurs dans l'émission. Parfois, je vous rate, hein. Je me mets une petite tape pour commencer la semaine. Ça commence bien. Merci O'Neill pour ton Prime, 4e mois d'abonnement. On s'est fait voler 1 heure. Et oui, on est passé à l'heure d'été, mais comme vous voyez, je suis à l'heure, j'ai remonté toutes mes pendules, hein, j'ai tout refait à la main. Non, maintenant tout est automatique, à part votre four. Votre four qui reste en permanence à l'heure du four. Voilà. Hein, combien vous êtes dans la chatroom à avoir un four qui n'est pas à l'heure? Sondage ou pas de sondage? Merci beaucoup à Anfronéa pour ton prime. J'ai remonté mon Apple Watch absolument avec la petite clé pour la remonter et tout ça. J'ai pas d'heure sur le four. Bonne réponse. Euh, il est à l'heure 6 mois dans l'année, le four. Exactement. On a parlé de toi et de ton émission sur Clubhouse avec Romain Lannéry. Eh ben, merci à vous. Merci, merci. Et coucou à Romain. Je pense pas qu'il soit dans le coin, mais coucou quand même. Allez, de quoi on va parler ce matin? Trêve de bavardage. On a pas mal de choses à voir, et notamment des histoires de pipi, puisque on va commencer en parlant d'Amazon qui est empêtré dans le scandale de la pause pipi. Je vous expliquerai ça. On parlera également des données personnelles, la CNIL qui réaffirme sa position contre Apple. On parlera de Netflix, une étude qui estime le coût astronomique du partage de comptes. Vous êtes dans la sauce. Nous parlerons vers une interdiction de la lecture automatique des vidéos en France. Effectivement, des députés ont la lecture automatique des vidéos dans le viseur. Et on aura un petit débat. Faut-il en finir avec les messages vocaux, les pour et les contre, hein, des messages vocaux? Vous verrez, j'ai pas mal de choses à dire. Mais vous aussi, j'en suis sûr. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor de l'émission ExpressVPN. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant, un concept que j'ai trouvé sympa, sur lequel j'ai envie de discuter avec vous. L'Aircam, une petite caméra Apple. Donc ce n'est pas vrai, c'est un concept, mais ça sera intéressant de broder là-dessus. Voilà un petit peu pour les news du jour. Hop, je repasse à la bonne caméra. J'espère que ça vous va. J'en ai pas d'autres. Merci beaucoup, Eloriel, pour ton Prime, 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Et merci, Jess aussi. Merci, Nonox. Oh là là. Oh là là. Non, on n'est pas encore le début du mois. Je me disais, tout le monde renouvelle son Prime, mais c'est bien, c'est une très bonne idée, excellente idée. Je vous encourage, faites-le chez vous. Eh ben écoutez, je propose qu'on me lance tout de suite le kawa. Et on va commencer avec cette histoire de pipi. Eh oui, tout commence. Tout commence comme votre journée, comme la mienne, tout commence par un pipi. Mais là, qu'est-ce que c'est que Amazon empêtré dans le scandale de la pause pipi? Faut le savoir, Amazon est un petit peu dans la sauce. En ce moment, si vous avez entendu, vous avez peut-être vu aussi Bernie Sanders, dont vous vous rappelez peut-être élection américaine, on va dire le plus gauchiste des... Non, enfin, il représente la gauche américaine, qui pour nous est une gauche soft, pour les États-Unis c'est de la gauche dure. Euh,
et effectivement qui est allé aider les employés d'Amazon en Alabama, puisqu'il y a un vote pour savoir si les employés Amazon en Alabama vont se syndiquer ou pas. Je ne vais pas revenir sur le système syndical américain qui est très très différent des systèmes syndicaux français et européens, même d'une manière générale. La culture syndicale est complètement différente. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de syndicats aux États-Unis, et même quand il y a des syndicats, ils sont assez durs. Mais le syndicat pour les employés américains n'est vraiment pas un truc obligatoire. Il y a assez peu. Ça dépend des secteurs, mais et c'est souvent une lutte assez farouche. Il y a une culture anti-syndicale hein, aux États-Unis qui est assez forte. Il y a même des films hein, qui ont été faits là-dessus. Donc il faut savoir que la plupart des employés Amazon, des entrepôts, etc., n'ont pas de syndicat. Le syndicat coûtant en plus assez d'argent, pas mal d'argent aux employés, donc c'est pas un choix non plus immédiat, on va dire, pour les employés. Bon, en France non plus, hein, les syndicats ne sont pas obligatoires. Moi, je pense qu'ils devraient l'être, mais ça, c'est un autre débat. Bref, tout ça pour dire. Amazon, ça fait pas mal d'années qu'on dit quand même que les conditions de travail dans les entrepôts Amazon laissent à désirer. Et pourquoi il y a cette histoire de pipi? Alors, il s'est passé la chose suivante, c'est que Amazon a décidé d'un petit peu hausser le ton par rapport aux attaques, notamment de ce qu'on appellera la gauche américaine, contre eux, contre les conditions de travail. Et une chose assez étrange, c'est qu'on a vu le compte principal d'Amazon sur Twitter se mettre à répliquer à des hommes politiques ou des femmes politiques américaines, à leur répliquer un peu du tac au tac. Ça faisait un peu bizarre parce que c'est un compte assez institutionnel et notamment quand on les a attaqués sur cette histoire de pause pipi. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de pause pipi? C'est que les conditions de travail et le timing seraient tellement durs chez Amazon et pour tenir la cadence, pour tenir les délais, des employés, des chauffeurs seraient obligés de faire pipi dans des bouteilles en plastique pour pas prendre une pause pipi qui les retarderait en fait parce que si on prend un peu de retard, c'est carrément l'heure entière qui n'est pas payée chez Amazon. Il y a des conditions très drastiques pour maintenir la productivité de l'emballage, de préparer les cartons, etc. C'est une histoire qui court depuis assez longtemps. Moi, c'est pas la première fois que j'en entends parler de ces histoires de pause pipi dans des bouteilles en plastique. Et donc, le Twitter d'Amazon hier a dit non mais vous y croyez sérieusement cette histoire de que nos employés feraient pipi dans des bouteilles? Si c'était le cas, on n'aurait pas d'employés. C'est ce qu'a dit le compte Twitter officiel d'Amazon. Ils auraient peut-être mieux fait de fermer leur gueule parce qu'à partir de ce tweet-là, il y a pas mal de témoignages qui ont commencé à remonter en disant si, c'est vrai cette histoire de pipi dans les bouteilles. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui est répandue en raison de la pression pour respecter les horaires. Les gestionnaires y font régulièrement référence lors des réunions et dans des documents internes. Et il y a des documents internes qui ont commencé à émerger, des mémos confidentiels qui montrent que l'entreprise avait identifié le problème comme une infraction récurrente et classée dans les comportements non professionnels. Donc, Amazon n'est pas content que les gens fassent pipi dans des bouteilles. Mais en même temps, ils maintiennent une telle pression. Surtout, je dirais que les choses sont pas mal augmentées effectivement avec le confinement, où beaucoup de gens commandent. Donc la bataille médiatique risque de tourner autour de ces bouteilles de pipi. Bon, ça tombe même dans le caca puisque y a même des histoires de chauffeurs-livreurs qui feraient, on va dire, un number two, comme on dit, dans des boîtes ou des cartons, en tout cas Amazon, tellement ils n'auraient pas le temps. Alors c'est vrai que pour un chauffeur, la logistique d'aller au petit coin est pas quelque chose de facile pour un chauffeur. Donc la bataille de communication, elle est assez intense en ce moment. On attend mardi le résultat du vote syndical pour les employés de l'Alabama. Bernie Sanders monte au créneau. Et c'est vrai que ça risque d'avoir un... Pourquoi ça craint pour Amazon? C'est que si effectivement les employés Amazon de l'Alabama se syndiquent, ça va faire boule de neige. Il est probable que beaucoup d'autres employés américains d'Amazon se syndiquent.
ne pas extrapoler forcément le problème sur Amazon France, Amazon Europe. Tiens, on est dans le train de la hype. Merci beaucoup. Donc il faut qu'on partage notre train de la hype. Yep. Nous partageons ça. Hop. Chouchou. Pourquoi il ne veut pas l'envoyer? Yep. Voilà. Chouchou. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Mouik Mouik, Hathor. Je remercie Nicoco, Lion de Juillet, et Lauriel. Et Sylvain Lto également pour vos primes et vos subs. Merci beaucoup à vous. Donc voilà, c'est pas fini, c'est pas évident. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, ne calquez pas forcément les conditions des employés France-Europe, parce que d'abord les syndicats, c'est vraiment pas la même chose en Europe, et on va dire la défense des droits du travail en Europe est généralement un peu plus sacro-sainte, même si ça n'empêche pas les dérapages et les problèmes et tout ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, là le problème est très américain en fait. C'est vrai que la défense du travailleur aux États-Unis peut laisser à désirer. Après, Amazon, et c'est pas du tout pour les défendre, mais juste pour mettre les choses dans leur contexte, Amazon a fait un gros effort sur les salaires des employés qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne. Ça n'excuse absolument pas des conditions de travail qui seraient inhumaines. Puis c'est dans une bouteille, c'est inhumain, à moins de jouer à un MMO, mais ça c'est encore une autre question. Mais voilà, Amazon, eux, se targuent d'avoir des conditions pour les employés qui sont très très bonnes, que justement les employés d'Amazon, s'ils se syndiquent, risquent de perdre ces conditions-là. C'est là où je vous dis, c'est pas une décision facile forcément pour les employés d'Amazon. C'est là où il y a beaucoup de pressions qui sont émises par la tête d'Amazon aux États-Unis et des choses qui nous paraissent. C'est vrai que voilà, on a absolument pas cette confrontation sociale aussi dure qu'il peut y avoir aux États-Unis. Justement, ce n'est pas le bon salaire qui les pousse à prendre moins de pauses. Le résultat est là, c'est-à-dire que mais bon, c'est là où nous, on se sent profondément européens, même si c'est loin d'être parfait, il y a encore beaucoup de progrès social à faire. C'est vrai que le droit du travail est quelque chose qui est défendu depuis beaucoup plus longtemps en Europe. Les gauches européennes sont beaucoup plus puissantes que la gauche américaine. Le principal est que le porte-conteneur est en voie d'évacuation. Chapeau à vous. Comme j'avais dit, merde. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Le bateau sur le canal de Suez, c'est la thrombose de l'économie. En France, les syndicats négocient pendant les brunchs à l'Élysée. On pourrait parler des syndicats. Moi, alors, dans cette émission, je me suis fait traiter de mec trop à droite, je me suis fait traiter de mec trop à gauche. Donc c'est bien, ça veut dire que j'ai atteint un certain niveau d'équilibre. Ça en surprendrait certains qui pensent que je suis très de droite. J'ai été délégué syndical. Donc je sais ce que c'est que la culture syndicale. Les syndicats, c'est quelque chose que je respecte énormément, le droit du travail aussi. Même quelque chose que je trouve extrêmement important. J'ai beau être, entre guillemets, un libéral, le droit du travail est quelque chose de fondamental et qu'il faut défendre à tout prix. Ce qui me choque, moi, personnellement, en France, je le dis parce que je donne mes opinions, je pense que les syndicats devraient être obligatoires. Pourquoi obligatoires? C'est que je trouve qu'actuellement, en France, les syndicats ne représentent pas l'ensemble des travailleurs. Et que si on donnait l'obligation à tous les travailleurs d'être syndiqués, les syndicats seraient peut-être plus représentatifs des problématiques de l'ensemble des travailleurs. L'impression que j'ai aujourd'hui sur la culture syndicale française, c'est qu'elle ne représente qu'un nombre, on va dire, engagé de travailleurs qui ont qui détiennent un petit peu toutes les négociations
Et on a l'impression que les syndicats sont très actifs dans certains secteurs de l'économie, mais d'autres secteurs de l'économie, on n'en a rien à foutre. Quand il y a une grève dans des secteurs qui peuvent paralyser l'économie, bah, ça fait chier tout le monde, mais il y a des secteurs de l'économie, si les gens font grève, je veux dire, tout le monde s'en fout, quoi. Euh, donc je trouve qu'il y a un problème. Voilà, en Allemagne, c'est le cas, je crois. Les syndicats sont obligatoires pour les travailleurs. Moi, je serais plutôt militant pour ça. Syndicats obligatoires pour tout le monde, pour une meilleure représentation. Euh, je suis pas d'accord avec toi, la loi Alexandre. Je pense que le syndicalisme est absolument compatible, en tout cas la défense du travailleur est absolument compatible avec le libéralisme. Mais je suis plus pour des négociations entreprise par entreprise, secteur par secteur, que des négociations au niveau de l'État. Voilà. Pour vous donner mon opinion politique sur les... Pour moi, la défense du travailleur doit être négociée déjà par secteur d'activité et même au cas par cas, entreprise par entreprise, et que l'État ne prenne pas d'énormes décisions qui entravent le bon fonctionnement. Chaque entreprise a son fonctionnement. Voilà. La liberté syndicale en France signifie la liberté de se syndiquer, de ne pas se syndiquer. C'est un principe constitutionnel. Alors bon courage pour rendre le syndicat. Je sais, mais je trouve que c'est pas bien. Parce que les gens qui sont syndiqués en France ne représentent pas l'opinion de l'ensemble des travailleurs. Après, vous pouvez être d'accord ou pas, mais pour moi, les syndicats en France ne représentent pas l'opinion générale. Je ne me sens pas représenté par les syndicats français, personnellement. Euh, Voilà, mais c'est mon opinion, hein. Chacun peut avoir la sienne, hein. Bref, on va peut-être pas refaire l'histoire syndicale, mais c'est intéressant. C'est à suivre cette histoire d'Amazon. On sait que Amazon, c'est quand même des conditions de travail qui peuvent être difficiles, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il faut aussi donner la voix aux gens qui sont contents de travailler chez Amazon, et il y en a. J'en connais. Il n'y a pas que voilà, mais tout était. Il faut voir comment ça va se passer. Et effectivement, si des gens pissent dans des bouteilles dans Amazon pour maintenir des délais, c'est quelque chose qui est inacceptable d'un point de vue humain. On va continuer, on va parler des données personnelles. La CNIL qui réaffirme sa position contre Apple. Effectivement, c'était la semaine dernière. La France enquête actuellement sur Apple à propos de l'ATT. L'ATT, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. C'est le Anti-Tracking Transparency qui obligera bientôt les éditeurs d'app, etc., à recueillir le consentement des utilisateurs iOS afin de pouvoir, comme son nom l'indique, les suivre à la trace. Et surtout, d'app en app, en fait. C'est une bonne nouvelle pour nous, hein, ce ATT, qui nous donne au moins la liberté de dire « Ok, je veux bien qu'on me traque publicitairement ou pas ». Donc c'est une bonne idée, mais c'est pas du tout une bonne idée pour les annonceurs. Et les régies publicitaires, tout le marché, effectivement, de la pub. Là, j'aimerais faire une aparté que je fais assez souvent. Je sais allez, de toute façon, comment on peut être pro-pub personne n'aime la pub, dans l'absolu. Je vous parle pas des pubs qui sont chouettes, qu'on regarde et dont on a oublié la marque d'ailleurs. La pub est quelque chose d'intrusif dans les vies. Donc, on n'aime pas la pub, de toute façon. Il y a toujours trop de pubs. Et pour vous, voilà, tout ce qui peut être anti-pub est plutôt bien à prendre. Vous êtes plutôt content. Mais on oublie quand même que le secteur de la pub, d'abord, qui représente un secteur du commerce, hein, moi, c'est en tout cas mon opinion, il n'y a pas de commerce sans publicité. En tout cas, il n'y a pas de commerce libre sans publicité. Et puis, ça représente beaucoup d'emplois, la publicité. Donc, ça va créer pas mal de chômage, cette histoire d'Apple aussi. Alors, vous avez peut-être pas beaucoup d'empathie pour les travailleurs de la communication et de la publicité. Moi, j'en ai plus, puisque c'est un secteur dont j'émane. Donc, je pense à mes collègues.
Mais effectivement, ces histoires d'Apple, ça peut sembler cool d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue économique, pas top. Regardez ce qu'on appelle une licorne, Criteo en France. Alors, ils font peut-être un sale business d'après vous, mais en même temps, ça représente beaucoup d'emplois et ils se prennent un sérieux coup dans l'aile, quoi. Euh, Quitte à avoir des pubs, avoir des personnalisés de mon côté, mais ça peut favoriser les bulles. Bref, c'est pénible cet identifiant. Le trafic de drogue fait aussi de l'emploi, on le garde quand même. Ton exemple est très très extrême, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais pour toi, donc le commerce de la pub, enfin l'entreprise de la pub, c'est comme l'entreprise de la drogue. Il y en a une qui est légale, il y en a une qui ne l'est pas. Mais euh, oui, mais il faut partir du principe que ces emplois ont été créés d'une base qui n'aurait jamais dû se faire. Bah, là, on pourrait remonter dans l'histoire de la pub, mais la pub est aussi vieille que le commerce. Ne croyez pas que la pub est une invention des années 80. La publicité, la communication, elle est nécessaire au commerce libre, c'est-à-dire le commerce avec concurrence, la liberté d'entreprendre, la liberté que tout le monde a de mettre un produit sur le marché, de le vendre et de se chercher des acheteurs et de devenir vendeur d'un produit, d'un service, etc. Ça, c'est un principe libéral, la liberté de commerce. Tout le monde a le droit de fixer ses prix, tout le monde a le droit de commercer quelque chose et tout le monde a le droit d'être en concurrence par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le principe de la liberté du commerce. Ça ne peut pas exister sans publicité. La communication autour des produits, et c'est le commerce en fait. Donc, un monde sans pub, j'ai un peu exagéré l'autre jour, mais c'est quand même ça. Un monde sans pub, ça veut dire des produits uniformes, un seul produit par besoin, un emballage unique, genre papier craft, le sceau de l'État, un tarif unique sur le produit, et tout le monde achète la même plaquette de beurre. Ça existait dans l'économie. On va dire, il y a des expériences sociales qui ont été faites autour de ça. C'est l'économie planifiée à son extrême, où il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de liberté de commercer. Et là, on peut envisager une société sans pub. Mais je le dis d'une manière provoque, mais quand même réfléchissez-y. Un monde sans pub, c'est ça. C'est ça un monde sans pub, en fait. Il y aura un beurre de micelle et un beurre doux. Mais vous n'aurez pas le choix d'autres. Ben, réfléchissez-y quand même. En gros, là où faut ouvrir votre pensée. Vous êtes contre la pub qui vous fait chier. Toi, la pub qui te fait chier. Euh, mais si on... La pub est toujours chiante. Même un vendeur de poissons au marché qui gueule, ah, il est frais mon poisson. Si vous êtes de mauvaise humeur ce jour-là, ça vous fait chier, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Lil Q, pour ton Prime. Est-ce que j'ai raté du monde aussi? Non, c'est bon. Tout ça pour dire, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est intéressant. La CNIL a dit, OK, Apple, OK, votre ATT, ça donne la liberté aux utilisateurs iOS de dire je veux être traqué, je veux pas être traqué. Attention, ça n'empêche pas la pub, l'ATT. Ça, c'est une erreur communément admise. Ça n'empêche pas la pub, ça empêche le tracking publicitaire, c'est-à-dire les publicités ciblées. Enfin, vous avez le choix de dire je veux être ciblé ou pas ciblé par la publicité service par service avec la TT d'Apple. La CNIL a dit ok, c'est bien beau Apple, c'est sympa ton truc, mais est-ce que tu vas te l'appliquer à toi-même? Et là vous allez me dire mais Jérôme, Apple ne fait pas de pub, tu nous l'as dit, Apple n'a pas de régie publicitaire, Apple ne vend pas de données publicitaires. Alors oui, Apple ne vend pas de profilage publicitaire avec les données qui sont prises par Apple, parce que Apple a bien besoin de prendre des données, sinon les apps ne fonctionneraient pas, sauf dans un cas, c'est sur l'App Store. Il y a de la publicité, de l'espace publicitaire Apple sur l'App Store pour que les apps puissent acheter de la publicité. Et ce qui ne va pas à la CNIL, et qui ne nous va pas, c'est effectivement que l'ATT n'a pas l'air
d'être appliquée par Apple à son propre business. Et ça, c'est un problème. Si tu fais le chevalier blanc en disant « Oh là, je protège les manants contre la publicité traquée grâce à mon ATT », ok, mais chevalier blanc, l'appliques-tu à toi-même? C'est ça le truc. Euh, je rebondis, Sildaru, tu dis, tu préfères les objets bien conçus, uniformes, qu'on trouve aujourd'hui des objets qui se pètent la gueule ou peu solides. Le problème, c'est que si c'est l'État qui décide et que c'est des produits uniques, tu n'auras plus d'innovation. Et c'est un des problèmes d'ailleurs qu'a eu l'URSS sur les biens communs. L'URSS où tu avais une tablette de beurre, un type de marteau, une voiture. En fait, tu n'as plus d'innovation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la compétition est un facteur d'innovation. La compétition est un facteur aussi de réduction des prix. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont apportées par la concurrence. Le problème, c'est que si tu as, par exemple, une voiture unique, tu n'as aucun besoin de la faire évoluer, cette voiture. Entre les pubs pour le dropshipping sur Facebook et d'autres pubs intrusives sur Internet où l'ergonomie des sites est largement impactée, je refuse. Il existe des pubs non intrusives ergonomiques. Tout à fait. Alors, après, attention, ne détournez pas mon propos. Je ne suis pas en train de dire que la pub telle qu'elle est aujourd'hui sur le web est une bonne chose. Il y a eu de sérieux abus. Moi, il y a des sites, je n'y vais plus du tout parce qu'il y en a beaucoup trop. Le phénomène des pop-up qu'on me ressort toujours, il y en a encore, mais ça s'est vachement calmé par rapport à une époque, justement. Ce que je dis juste, c'est que vous allez toujours trouver qu'il y a trop de pubs. Là, vous me citez des exemples de pubs extrêmes qui sont vraiment intrusives, vraiment chiantes, vraiment horribles. Ok, alors on va faire un moratoire, on va éliminer ces pubs-là. Dans un an, vous allez dire, ouais, mais en fait, les pubs qui apparaissent à droite des sites, c'est pénible parce que c'est dans mon sens de lecture. Et du coup, avant d'aller à la ligne de ce que je suis en train de lire, je vois une pub, ça m'énerve. Il faudrait enlever les pubs. On peut laisser celles qui sont à gauche, mais on enlève celles de droite. Un an après, on enlève celles de droite. Un an après, vous allez faire, ouais, mais là, il y a un problème d'équilibre sur les sites, quoi. Avant, il y avait les pubs de droite qui équilibraient, mais maintenant, les pubs de gauche, elles m'énervent aussi. Il faudrait qu'on les enlève. Vous voyez, c'est juste ça que je suis en train de dire. Le problème, c'est comment fixer... Il y a déjà une réglementation pour empêcher des publicités trop intrusives, etc. Il faut probablement la renforcer. Mais à vous, soyez francs avec vous-même. Vous allez toujours trouver qu'il y a trop de publicité. Zéro pub, zéro commerce. C'est vraiment ce que je pense. Si vous enlevez la pub, c'est la fin du commerce. Parce que la pub, c'est quoi? Une affichette dans une boutique, c'est déjà une pub. Qui vous dit, hey, regardez, j'ai des meilleurs prix qu'à côté. C'est déjà de la pub. Mm. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi, restons dans le débat. Le problème, c'est le ciblage de la pub. Mais le ciblage de la pub, là aussi, c'est pour ça que je déporte le débat sur la pub. Ça vous paraît un mauvais truc parce que vous avez l'impression d'une cible, en plus, le terme est mal choisi, on a l'impression de se prendre une flèche dans la tête. Mais en même temps, le principe du ciblage publicitaire, c'est d'essayer que vous ayez moins de pubs qui vous fassent chier et plus de pubs autour de vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que une pub pour couche-culotte alors que vous n'avez pas d'enfant, pour le publicitaire, c'est chiant parce que c'est de la déperdition publicitaire. Il a acheté pour l'affichage de sa publicité pour quelqu'un que ça intéresse pas. Et vous, ça vous fait chier parce que bon, c'est de la pub carrément intrusive parce que dans le sens où ce n'est pas un produit qui est dans votre préoccupation. Donc le ciblage publicitaire, entre guillemets, part d'une bonne intention. Vous apportez les pubs qui vous intéressent.
Après, ça donne l'impression qu'on connaît un peu trop nos vies. Et c'est vrai qu'Internet là-dessus est venu donner une efficacité à ce ciblage qui est très troublante. Guillaume a fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne. Allez voir la vidéo sur Facebook qu'on a fait. Peut-on faire confiance à Facebook? Il a même interrogé quelqu'un qui travaille sur l'espace publicitaire de Facebook. Allez voir cette vidéo, je vous y encourage. Moi, je préfère pas avoir de ciblage, comme ça donne moins de tentation d'achat. Bah, moi, ça fait plusieurs mois que j'ai enlevé le ciblage publicitaire, notamment dans Instagram, Facebook. Je crois que je vais le remettre, personnellement. Parce que je me prends autant de pubs, mais maintenant, c'est des pubs qui m'a... Enfin, j'en ai rien à foutre, quoi. Euh, Pas de pub, ok, mais dans ce cas-là, faudra payer pour voir du contenu. Ah, ça, c'est encore un autre problème. On va pas résoudre tous les problèmes, hein. Je sais que nous avons... Mais bon, voilà, comment la CNIL va juger par rapport à l'histoire d'Apple. Rendez-vous dans le prochain épisode. On va parler un petit peu de Netflix, une étude qui estime le coût astronomique du partage de comptes. Et oui, je le sais, toi là, tu partages ton compte avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Aimes-tu ce doigt accusateur non focus dans ta gueule? Je suis pas là pour juger, je suis là juste pour informer. Mais je sais que tu es en train de le faire. Eh bien, il faut savoir, Netflix tente de muscler sa stratégie pour lutter contre le partage des mots de passe entre utilisateurs. Un test est actuellement en cours et ont reçu un message. Je ne sais pas si ça a eu lieu en France, mais en tout cas, certaines personnes reçoivent le message suivant de Netflix. Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous devez avoir un compte pour continuer à regarder. Mais pour autant, ça ne bloque pas le compte et vous pouvez continuer à vous connecter via un code envoyé par email ou par SMS. Pourquoi c'est un problème? En tout cas, c'est un problème côté Netflix. Netflix, les sommes deviennent astronomiques. Il y a une estimation qui a été faite par l'analyste City Global Market qui estime que l'entreprise perd environ 6,2 milliards de dollars par an. Il cumule même sur une perte cumulée de 25 milliards de dollars en 2020, uniquement pour les États-Unis et uniquement sur le fait que les gens partagent trop facilement leur compte Netflix. Normalement, dans les conditions d'achat, si vous avez lu, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, contrairement à ce que je viens de lire dans la chatroom. Normalement, le partage de compte est fait pour votre foyer. Et la notion de foyer, c'est une notion légale qui existe. Donc, en théorie, vous allez à l'encontre du contrat que vous avez signé avec Netflix si vous distribuez ce code à des amis. Alors, attention, hein, ce n'est pas une opinion de ma part. Je vous relate les faits. Ce qui risque de se passer, c'est que les actionnaires Netflix mettent la pression actuellement sur Netflix pour dire c'est quoi ce travail? 25 milliards de dollars dans la nature. Non, 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 non. On arrête de laisser les gens partager leur compte. Netflix dit oui, mais ça va poser un problème. Parce qu'aujourd'hui, justement, un sondage fait que, et je pense qu'on ferait le sondage dans la chatroom, on aura le même résultat, 54% aux États-Unis des abonnés Netflix menacent de résilier leur abonnement si on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent avec le mot de passe. Donc, pour Netflix, c'est délicat. D'un côté, s'il laisse tout le monde donner son mot de passe facilement à n'importe qui, il perd 25 milliards de dollars. Mais d'un autre côté, s'il renforce son contrat et qu'il interdit le partage de ce mot de passe, il risque de perdre beaucoup d'abonnés. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Netflix va fortement inciter de plus en plus à utiliser son mot de passe dans un cercle familial. Donc, Netflix n'aura jamais le discours officiel ouvert de vous dire faites ce que vous voulez avec votre mot de passe. Mais d'un autre côté, avant que les sanctions tombent, il risque d'y avoir de l'eau qui coule sous les ponts.
Voilà, il y a même des menaces dans la chatroom. Qu'il tente de le faire et je relance les torrents. Euh, Le calcul semble biaisé. Certains ne s'abonnent que parce qu'ils peuvent partager. Oui, tout à fait. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que Netflix est pris entre deux feux. Netflix, ils sont pas cons. Ils savent très bien que vous partagez les mots de passe. Et que c'est même la condition pour laquelle vous prenez un compte Netflix. Mais ils ne peuvent pas non plus dire allez, c'est la fête du slip. Euh, D'abord parce que leurs actionnaires ne laisseraient pas faire. Netflix a fait sa réputation là-dessus. Non, c'est nous qui avons fait la réputation de Netflix en partageant notre mot de passe. Mais Netflix n'a jamais fait, par exemple, une campagne de publicité en disant prenez un compte pour vous et pour vos amis. Euh, Ce serait pas rentable pour moi de le payer plein tôt. Oui, vous me faites rire parfois. Mais je comprends. Économiquement, tu pourrais pas prendre Netflix tout seul, c'est ce que tu es en train de dire. En même temps, je vais être un peu brutal, mais c'est pas Netflix n'est pas là pour n'est pas là pour faire de la charité, c'est une entreprise, donc ils ont fixé un prix à leur service. Après que tu aies de quoi ou pas te le payer, c'est un autre problème. Mais une entreprise n'est pas là pour faire des produits que tout le monde peut s'acheter aussi. Désolé, hein, je suis dans les basiques. C'est là où la concurrence pourrait jouer. Un concurrent de Netflix qui serait 2 fois moins cher que Netflix, et ça arrive déjà, voilà, se mettrait peut-être dans la brèche pour pouvoir avoir une offre légale qui serait pour les gens qui ne peuvent pas se payer Netflix. Mais Netflix, quand ils ont lancé Netflix, leur claim, c'était pas nous apportons des films et des séries super pour le monde entier et que tout le monde puisse se payer. C'est pas leur claim. Amazon est 2 fois moins cher que Netflix. Attention, Amazon, c'est un autre business model. Amazon, eux, ils veulent que tu gardes le Prime. Pourquoi ils veulent que tu gardes le Prime? Parce qu'avec le Prime, tu n'hésites jamais à commander des produits chez Amazon. Donc, ils sont 2 fois moins chers, mais ils se rattrapent bien avec tout ce que tu commandes sur Amazon. C'est ça qu'il faut comprendre sur Amazon Prime. Parfois, mais désolé, hein, je veux viser personne, mais parfois je suis effaré par la naïveté de certaines personnes qui croient que les entreprises sont là pour nous faire plaisir et sont des services publics. Et que Netflix est là pour qu'on arrête de pirater des films. On est, oh, Netflix, hein, faites pas chier, hein, déjà, vous devriez être bien content que je vous file des sous. Sinon, moi, je vais pirater à côté. Vous vous mettez vraiment pas à la place des entreprises. Qu'est-ce qu'elles en ont à foutre de ces problèmes-là? Elles sont pas là pour ça. Jérôme, tu coûtes trop cher. Désolé. Désolé, je passe avec mon chapeau. Euh, Soit je payais Jérôme, soit Netflix. J'ai dû faire un choix. Je vous rappelle que les contributions ne sont pas un abonnement. Les contributions sont une aide de votre part parce que vous trouvez qu'on fait un bon boulot et que ça mérite une aide. Vous voyez plus les contributions. Je déteste le mot pourboire parce que pourboire, d'abord, on a l'impression que les créateurs de contenu sont des alcoolos. Hein, on n'utilise pas votre argent pour boire. Et je déteste aussi cette analogie. Ah, pour le prix d'un café, soutenez la chaîne. J'ai pas besoin de café. J'ai pas besoin de vous pour le café. J'ai besoin de vous pour payer des salaires, pour créer de l'emploi. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Mais je vous le demande pas. Je fais pas de la mendicité. Vous adhérez à mon projet, mais c'est pas un abonnement. Quelque part, dans l'absolu, vous achetez pas un certain nombre d'émissions. Nos émissions restent gratuites. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir. Un abonnement Netflix et un soutien à un créateur de contenu. Non, mais
Alors, je comprends hein, pourquoi certains le font, mais vous m'entendrez jamais dire contribuer pour le prix d'un pain au chocolat. J'en ai rien à foutre des pains au chocolat. Je vais pas manger des pains au chocolat tous les jours. C'est pas mon but, quoi, dans la vie. Je vais pas boire du café et manger des pains au chocolat. Voilà, je fais pas de la mendicité quand on fait des appels à contribution. Vous savez très bien, enfin, vous savez parce qu'on vous l'a souvent expliqué, à quoi servent les contributions dans notre entreprise. Ça sert à ce qu'on soit moins soumis au business des sponsors, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des sponsors. Mais au moins, on est moins obligé de dire toujours oui aux sponsors grâce aux contributeurs. C'est à ça, chez nous, à quoi ça sert, les contributions. Des pains au chocolat ou chocolatine, on est bien d'accord. Ou chocolatine ou pain au chocolat, comme vous voulez. Mais voilà, relisez vos conditions d'utilisation de Netflix. Nulle part c'est écrit dans le contrat, vous avez le droit de donner votre code à qui vous voulez. Et c'est pas parce que vous payez que vous avez un droit supplémentaire qui s'ajoute au contrat. Il est spécifié dans le contrat Netflix que ça s'adresse à un foyer. Voilà. Mais l'idée, c'est que les contributeurs se privent juste d'un tout petit café pour financer Nowtech, pas qu'ils vous offrent le café. Je sais, mais je t'explique juste pourquoi je n'aime pas l'analogie. Déjà, en France, cette notion de pourboire, ça fait, je suis désolé de le dire, mais ça fait clochard. Et j'ai rien, absolument rien contre. Mais justement, ne mélangeons pas tout. On n'est pas là à demander l'aumône, on n'est pas à la mendicité d'Internet. Il y a des gens qui ont besoin de votre argent dans la rue, qui ont besoin d'aide. Nous, c'est pas le cas. Et le mot pourboire, je le déteste. Et les analogies pour un petit café, pour un petit truc, désolé, mais pour moi, c'est un peu un discours de mendiant. Et encore une fois, avec tout le respect qu'on doit pour les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont même pas de quoi se payer un café. Euh, J'aimerais bien savoir combien d'abonnés venant du partage de compte Netflix a gagné. Ah putain, ça va trop vite. Souvent, un partage de compte permet aux personnes de découvrir le service, puis ils prennent le compte pour eux-mêmes. Mais oui, c'est bien ce que je dis. Netflix est pris un peu entre deux feux. Ils savent très bien que ça recrute aussi hein, le partage d'abonnement. Allez, on continue, sinon je n'aurai pas le temps de faire tous mes articles. Vers une interdiction de la lecture automatique des vidéos en France. Alors ça, si on parle de plaie d'Internet, pour moi, la lecture des vidéos automatiques est une plaie. Et je suis plutôt content que des députés français poussent actuellement un amendement modifiant le code des postes et des communications électroniques. Et ce nouvel article interdirait le chargement et la lecture automatique des vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne. S'assurer que le site ne charge ni ne lance les vidéos tant que l'internaute n'a pas cliqué activement sur le bouton de lecture. Pourquoi c'est le mal, la lecture automatique de vidéos? D'abord, bien évidemment, pour des raisons écologiques. On le sait, même si c'est à nuancer, et on l'a nuancé, on a fait pas mal d'articles là-dessus, la consommation des vidéos sur Internet représente un poids écologique. À mitiger. Il y a eu beaucoup de choses un peu extrêmes qui ont été dites là-dessus dans le premier confinement. Genre, les vidéos sur Internet, c'est 25% de la consommation Internet. D'abord, c'est Netflix spécifiquement. Et ça a largement diminué depuis. Hein. Mais aujourd'hui, juste pour remettre les chiffres en place, je crois que Netflix représente un quart effectivement de la bande passante, je retrouve plus le chiffre, et qu'il faut savoir que le numérique dans son ensemble représente 7% des émissions de gaz à effet de serre au niveau du monde. Donc, pas croire non plus que parce que vous allez arrêter de regarder des vidéos, 50% des émissions de gaz à effet de serre vont s'arrêter.
peut-être commencer par votre bagnole avant de penser à freiner sur le streaming, quoi. Non, au contraire, on dit le numérique, on dit pas le digital. Le digital, c'est les doigts. Je pense pas m'être trompé. Ou alors, si j'ai dit digital, je me mets une baffe. Bref, les options existent pour désactiver ça. Si tu savais la faible quantité de gens qui prennent le temps de désactiver une option, tu serais étonné. Les gens sont des flemmards qui ne font rien sur Internet, qui ne cliquent sur rien, qui ne changent rien. Et la lecture des vidéos en automatique, bon, évidemment, c'est une consommation inutile d'Internet. Mais au-delà de ça, et ça c'est un truc qui me tient à cœur, ce qui m'énerve dans la lecture automatique des vidéos, et là bien évidemment moi je prêche pour ma paroisse, ça donne des vues artificielles à certains contenus. Il y a des contenus qui sont hébergés par des titres de presse, qui se lancent en lecture automatique à travers un player YouTube, et du coup, qui phagocytent l'algorithme, comme on dit, avec de la lecture automatique. Alors, ça ne veut pas dire que l'algo de YouTube va toujours se contenter de ça, et peut-être qu'un jour, ils pénaliseront les lectures automatiques de vidéos, mais actuellement, une manière de booster les vues d'une vidéo, notamment, je pense aux créateurs de contenu qui, à côté, ont un blog ou un site avec beaucoup de visibilité, rien que d'héberger leurs vidéos sur leur site va amener un nombre de vues automatique. Le pire, c'est sur Facebook, Instagram, ça embête tout le temps tout le monde. Non, mais tout à fait. Donc, moi, je suis plutôt pour qu'on légifère là-dessus. On va terminer. Je pense que ça va enflammer le chat, le débat que nous allons avoir. Le dernier article, faut-il en finir avec les messages vocaux? Les pour et les contre donnent de la voix. Alors, les boomers vont dire, mais les messages vocaux, c'est un truc d'autrefois. D'ailleurs, moi, les seules personnes qui me laissent encore des messages vocaux téléphoniques, c'est mes parents. Mais il y a toute une nouvelle génération, et c'est marrant, c'est les plus jeunes, qui vont se foutre de la gueule des messages vocaux téléphoniques d'autrefois, mais qui se sont emparés des messages vocaux que permettent WhatsApp, etc., d'enregistrer un message. Faut-il dire stop aux messages vocaux? Alors, ça divise, et cet article est assez intéressant, c'est un article de Néon, parce qu'il y a ceux qui sont pour, et certains arguments sont valables. Dans les arguments pour, pourquoi je laisse des messages vocaux, ça permet, alors la plupart des gens disent une chose, on gagne beaucoup de temps en laissant un message vocal. C'est beaucoup plus rapide que de saisir. C'est beaucoup plus safe dans la rue quand tu marches de laisser un message vocal que de tapoter un message, parce que tu risques moins de te prendre les poteaux. Ce que disent, et c'est peut-être le seul argument où je serais pour, c'est que la communication verbale permet des subtilités d'intonation, notamment le second degré, l'ironie, qui sont très très dures à retranscrire dans du texte écrit. À moins de mettre beaucoup d'émojis, mais vous avez certainement tous fait l'expérience, un message écrit qui a été mal interprété par son récepteur. Vous faites souvent l'expérience dans la chatroom, vous êtes obligé de me dire « Ah mais Jérôme, c'était de l'humour ». Bah oui, mais moi je t'ai lu au premier degré. La communication écrite offre beaucoup moins de subtilité d'intonation que la communication orale. Ça, c'est les arguments pour. Les arguments contre. C'est une horreur de lire les messages vocaux. Moi, je déteste... Alors là, je vais donner mon opinion. Je suis contre, mais à 100%. D'ailleurs, je peux vous dire que les gens qui m'envoient des messages vocaux, à part mes parents, à qui je dois le respect, mais je ne lis jamais un message vocal. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez, quand vous avez une vie de travail, un environnement avec des gens, je fais comment pour les écouter les messages vocaux? Je suis obligé de sortir mes écouteurs à chaque fois pour les écouter les messages vocaux. En plus, le temps qui est gagné par l'émetteur à dicter plutôt que de taper, il me le fait perdre à moi. Et si, en plus, il me met des références dans son message vocal. Oui, alors Jérôme, à 1 minute 25, il faudrait faire telle correction. Il faut que je note en plus ce qu'il est en train de dire pour m'y retrouver. Horrible. Donc, moi, personnellement, c'est un niet absolu. Je le dis d'ailleurs, il y a peut-être des gens ce matin avec qui je travaille. Hein,
Hugo, si jamais tu nous regardes, plus jamais les messages vocaux, mais plus jamais. Mais jamais, jamais. Mais je comprends hein, que ça soit pratique. Mais justement, c'est de l'égoïsme. C'est pratique à émettre, mais c'est hyper relou pour celui qui reçoit. Donc on va faire un sondage. Je voulais garder le sondage. On va faire un sondage très premier degré, pour ou contre. Alors, hop. Pourquoi et hop. Alors, pour ou contre les messages vocaux. Et nous allons prendre, alors, pour, contre. Je mets pas de sans opinion. Si vous êtes sans opinion, ne votez pas. On fait un sondage de 2 minutes et le sondage a commencé. Pour ou contre les messages vocaux. Nous sommes pour l'instant 69% de contre. Avec 61 votants, le pour remonte quand même à un 35% avec 46 votants. Ça y est, les choses s'enflamment. Nous sommes passés à 103 votants pour le contre, à 65%, 110 votants. Ah, le contre est en train de, dans ce référendum d'importance nationale pour ou contre les messages sociaux. Je vous rappelle les enjeux de ce référendum. Si c'est contre, eh bien, il y aura une interdiction formelle d'envoyer des messages vocaux. Hein, les enjeux sont énormes, mais nous avons quand même une belle remontée du pour avec 94-96 votants. Mais ça maintient juste un petit 37% pour le pour. Le contre est largement en tête avec 63% avec 175 votants. Participer au référendum, c'est important. Nous avons 180 contre, 181 contre dans le chat. Ça y est, les pour sont passés à 100. Ils sont 107 à 37%. Les résultats ont l'air de se stabiliser alors que nous sommes à moitié de sondage. Le référendum, le suspense n'est pas tellement à son comble. Le contre, à moins vraiment d'une remontée spectaculaire du pour, le contre est bien parti pour gagner ce ce sondage. Je suis une mauvaise influence. Ah, vos mères vous le diront. N'écoute pas Nowtech, c'est une mauvaise influence pour toi. C'est de la triche, les gens te suivent. Ça y est, on demande un recomptage des voix. Les pour sont en train de faire la tête et boudent dans leur coin, alors que les contre sont passés à 209 votants à 65%. Les résultats sont quasiment stabilisés. Nous sommes à quelques secondes de la fin du référendum. Et ça y est, le référendum est définitif, inscrit dans la Constitution, avec contre les messages vocaux, à 65% avec 211 votants, et les pour à 35% à 115 votants. On va prendre un extrait des argumentaires. Quels sont les arguments pour les messages vocaux? Je vous attends quand même dans le chat. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pour? En voiture, je préfère un message vocal qu'un message texte. Ok, j'admets. Ils font penser à ceux qui savent. Les malvoyants. J'admets. Bon argument. Merci Savoie pour ton sub. En voiture, je n'écris pas de message. Ça, c'est bien. Mais attention, on sait aussi que même de dicter des messages vocaux en voiture, votre attention est réduite. Vous ne devriez pas faire vraiment autre chose que d'écouter de la musique ou éventuellement de la radio en voiture. On le sait pour des questions de sécurité. Dès que vous vous concentrez sur de la communication avec autrui, votre attention, on l'a mesuré ça avec des appels téléphoniques, votre vigilance baisse. Alors, je dis pas quand vous êtes pris dans les bouchons. Si tu veux envoyer un message vocal, tu peux dicter et envoyer du texte à la place. Tout à fait. Mais bon, la relecture du message, c'est important aussi. Parce que alors, les gens qui dictent des messages vocaux, ou dans le chat, hein, on sait qu'il y en a certains, ils dictent leurs messages dans le chat. Et nous, en tant que présentateurs, on doit lire des trucs. C'est bien, on dirait des cadavres esquis. C'est rigolo. Mais encore une fois, c'est recevable l'argument selon quoi la voix transmet les émotions. Mais à ce moment-là, passez un appel. Laissez pas un message vocal. Les messages vocaux, c'est super relou pour celui qui reçoit.
Ça demande un temps et une attention, et en plus, il faut s'isoler pour lire votre putain de message. Et le pire, moi, quand... je le reciterai pas, mais quand on m'envoie un message, je t'ai envoyé un message vocal, c'est urgent. T'es gentil, je vais lâcher tout ce que je suis en train de faire pour écouter ton putain de message. C'est hyper intrusif, en fait, un message vocal. J'ai des écouteurs pour écouter les vocaux. Mais je sais pas si vous, c'est facile à faire dans le boulot, mais moi, c'est pas facile. Et y a-t-il un article où c'est juste un coup de gueule? Oui, il y a un article. J'en profite pour faire mon coup de gueule. C'est un article, je vous le montre, de neomag.fr. Faut-il en finir avec les messages vocaux? Les pour et les contre donnent de la voix. Et donc, vous avez tous les... Vous voyez, je suis pas le seul à pas être content. Hein. Marie Porto-Lano, je ne connais pas, mais bonjour à toi. Je ne peux pas tenir plus longtemps, il faut que je le dise, je ne supporte pas tous les messages vocaux sur WhatsApp et sur les messages. Et elle écrit en majuscule, ce qui normalement est interdit. Je les hais, je les hais, je les hais. Je ne les écouterai jamais, soyez prévenus. Hein. Donc, n'envoyez jamais un message vocal à Marie Portolano, ni à Jérôme. Voilà. Euh, Dans la crise, il faut savoir s'attaquer au vrai sujet. Je suis contre les messages vocaux WhatsApp. Régression technologique majeure. Les gens te laissent des messages de 2 heures qu'il faudrait 30 secondes à lire, avec plus d'onomatopée que de véritables mots. Hein? Je cite, c'était qui ça? Antoine Veil, que nous saluons. Jérôme, tu peux écouter les messages vocaux discrètement en mettant ton iPhone à ton oreille. Non, mais vous croyez quoi, que je sais pas comment ça marche? Mais vous croyez que j'ai le temps d'écouter votre message et en plus de prendre des notes sur ce que vous êtes en train de me dire pour peu que ça soit un message vocal pour le boulot? Non. Moi, c'est vous m'envoyez un SMS si c'est urgent, sinon un message sur Discord, je peux le consulter quand j'ai le temps, quand je veux. Et au moins, j'ai les infos qui sont déjà écrites. Non, mais Mais vous êtes là à me dire le vocal permet les nuances. Tu veux me faire un message avec des nuances? Tu m'appelles. Pas vous, hein. Ne m'appelez pas. Surtout pas. Parce que je ne décroche pas de toute façon. Quand je connais pas le numéro, je ne décroche pas. Mais je parle aux gens avec qui je travaille. Vous voulez de la nuance? Vous voulez qu'on parle d'un sujet délicat? Hop, petite visio. On s'appelle, on se regarde dans les yeux. Encore mieux, quand la situation le permettra, on se voit. Hein. Je suis un grand fervent de la communication physique, les yeux dans les yeux. À défaut, en visio. Je préfère d'ailleurs même les visios aux appels, parce que je sais qu'il y a toute une communication qui ne passe pas par le langage, qui passe par le supralangage, le mouvement des yeux, etc. Euh, mais voilà, dans le cas de laisser des messages courts et des trucs comme ça, et si tu me racontes ta vie, tu dois me mobiliser pendant 2 heures. Moi, il y a des gens qui, me croyant me faire plaisir, m'ont envoyé des messages sur la chaîne en vocal. Même, il y en a certains qui m'ont envoyé des vidéos. J'ai pas le temps. Déjà, j'ai pas le temps de vous lire. Mais alors, j'ai vraiment pas le temps pour écouter vos messages vocaux sur Instagram en DM. Qu'est-ce que vous... Enfin, je suis désolé, mais déjà, je reçois entre 50 et 100 DM par jour à travers tous les réseaux sociaux. Donc, vous imaginez si je devais écouter vos messages? Oups, j'ai glissé, je t'ai envoyé un message vocal. Eh ben, je ne t'écouterai pas, Guillaume. Je ne t'écouterai pas. Putain, en plus, tu me l'as envoyé sur Signal, Guillaume Slash m'envoie un message vocal. Je n'utilise pas Signal pour l'instant. De toute façon, j'en ai marre. Je reçois trop de messages de partout, j'en peux plus. Là, vous croyez que je fais semblant de pleurer, mais c'est un peu vrai quand même. Trop de messages. J'ai l'impression d'être dans une avalanche permanente de messages. C'est horrible. Mes journées sont des tsunamis de messages.
Les jeunes vont te traiter... Bah, moi, c'est les jeunes que je traite de boomers, parce que les seuls à m'envoyer des messages vocaux, c'est des boomers, justement. Ou de la génération Z. En fait, c'est drôle. Soit c'est des boomers, c'est-à-dire la génération de mon père, qui m'envoie des messages vocaux, soit c'est des générations Z, des jeunes, quoi. Mais toutes les générations entrent, ça viendrait pas à l'idée d'envoyer un message vocal, quoi. Euh, alors c'est clair, je serais réticent à écouter les messages vocaux d'inconnus, ouais. C'est épuisant la popularité, je souhaite à personne. Non, c'est pas épuisant, mais ça fait partie du boulot et c'est quelque chose que j'avais pas anticipé en lançant la chaîne. La génération Z ne sait pas écrire. Ouais, ça fait un peu vieux con, mais il n'y a pas que le français, il faut penser aux langues étrangères où c'est impossible de communiquer rapidement en écrit. Oui, mais encore une fois, attention, je suis pas en train de dire que tous les messages vocaux sont pas cool et tout, mais ce que j'ai souvent constaté, c'est que les personnes qui font des messages vocaux, ils pensent d'abord à eux et la facilité d'envoyer un message vocal, mais ils ne pensent pas à, à rendre leur message accessible, facile et rapide à lire à leur interlocuteur. Et pour moi, c'est quand même la base d'un problème. C'est je pense à moi, mais pas à mon interlocuteur. Or, pour moi, un message efficace, c'est d'abord penser à la personne qui va vous lire ou vous écouter ou qui est de l'autre côté. Imaginez si moi je faisais des émissions en me disant je fais juste des émissions que moi j'ai envie d'écouter. Et en faisant jamais attention à ce que vous aimez écouter, comment vous aimez écouter, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Euh, c'est ça qui me gêne dans les messages vocaux, c'est que souvent les mecs font ça parce qu'ils ont un flemme d'écrire. Et ne me dites pas le contraire. 80% des gens qui envoient des messages vocaux, c'est parce qu'ils ont la flemme de les écrire. Alors, et Lansard, je suis d'accord, pour les proches, c'est différent. Là, je suis plutôt en train de parler des communications avec des copains, dans le boulot, etc., quoi. Quitte à avoir des fautes de français, ça pique moins en vocal. Encore une fois, non, je préfère avoir un message bourré de fautes, mais où les infos sont écrites et je peux les consulter quand je veux et y revenir, que de devoir me taper un message de 15 minutes avec deux infos au milieu, quoi. C'est franchement pas ergonomique, en fait. J'envoie un SMS pour dire qu'il y a un message vocal indiquant qu'il a reçu un email pour se voir en direct après. C'est un peu l'époque où on vit. Bref, vous l'aurez compris, je n'aime pas les messages vocaux. Et je m'en fous de passer pour un vieux con. J'ai l'habitude. Par contre, ceux qui ne passent pas pour des vieux cons, c'est bien évidemment notre sponsor ExpressVPN, qu'on est très content d'avoir en sponsor. ExpressVPN, c'est un accès illimité dans le monde entier. On vous en a déjà beaucoup parlé. Vous savez pourquoi on a choisi ExpressVPN? Parce qu'ils ont un respect notamment de la vie privée que nous on apprécie avec des technologies de serveurs, trusted servers qu'on trouve appréciables. On vous invite parce qu'on aura beau vous dire de très bonnes choses sur notre sponsor, vous n'êtes pas forcé de nous croire. C'est pas parce qu'on est des influenceurs qu'on dit forcément la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on ment non plus. Mais la meilleure façon de vous rendre compte, c'est de tester par vous-même. Et c'est justement cette opportunité que vous permet ExpressVPN, puisque vous avez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois en utilisant notre lien. Le lien, c'est expressvpn.com/nowtechtv. Et donc, avec ce lien, vous avez 3 mois d'essai. Et même au-delà de ces 3 mois d'essai, vous avez un 30 jours satisfait ou remboursé sur votre abonnement chez ExpressVPN. Donc, ils savent aussi que un bon VPN, ça se teste d'abord. Et après, vous voyez d'abord si un VPN est utile dans votre vie. Je ne suis pas du genre à vous dire prenez un VPN, sinon il va vous arriver du malheur. Non.
Il y a des gens qui ont besoin d'un VPN, d'autres qui n'en ont pas besoin du tout. Ça dépend quel type de contenu vous consultez, ça dépend quelle importance vous accordez à anonymiser vos mouvements sur Internet, etc. Mais de là de dire est-ce qu'il faut tout le monde ait un VPN, je n'aurais pas ce discours-là. Les forains... Jérôme, est-ce que tu utilises ExpressVPN pour faire les lives? J'ai pas besoin d'un VPN pour faire les lives, mais par contre, oui, j'utilise ExpressVPN. Notamment pour regarder une ou deux séries sur Netflix qui sont pas disponibles, je le dis, hein, qui sont pas disponibles en France. Je me sers d'un VPN. Je me sers du VPN aussi quand j'ai pas envie de laisser des traces. Voilà. Un VPN me sert à ça. Je m'en sers quand je me connecte aussi quand je suis en mobilité, quand je me connecte à des réseaux Wi-Fi que je connais pas vraiment bien, ce genre de choses. J'active d'abord mon VPN. Ah non, pas actif tout le temps. Non, 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 non. Mon VPN n'est pas actif tout le temps. Il faut comprendre qu'un VPN, quand il vous donne une adresse IP qui est ailleurs dans le monde, peut vous poser des problèmes pour d'autres choses. Par exemple, si vous passez une commande chez un distributeur, il va vous repérer, par exemple, aux États-Unis. Du coup, vous avez beaucoup de mal à commander en France. Donc, il faut savoir activer et désactiver son VPN. Mais ça, c'est un des avantages avec ExpressVPN. Je vous le montre ici sur mon iPad. J'ouvre ExpressVPN. C'est que d'un simple... voilà, je peux activer... là, je suis en VPN. D'ailleurs, vous voyez en haut, à droite, l'icône VPN c'est placé. Et hop, je me déconnecte. Donc, c'est très rapide à faire de se connecter ou de se déconnecter de son VPN. Voilà, pour ceux qui voulaient une petite démo. Tu oublies de dire qu'ils vont mourir à force d'écrire. De quoi vous parlez? Bref, sur ce, on va passer à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, j'ai décidé de faire une chose pas commune. C'est qu'on discute un petit peu sur un concept. Alors, ce que je vais vous montrer n'existe pas. Mais là où on va en parler, c'est est-ce que ça serait pas cool que ça existe? Je vais vous montrer. Ça s'appelle l'Aircam. C'est qui a lancé ça? C'est un designer. Antonio De Rosa, qui a imaginé un produit qui s'appellerait l'Aircam. Une petite caméra faite par Apple. Est-ce que ça serait une bonne idée? On va en discuter ensemble et moi je vais vous dire ce que j'en pense et ce que je modifierais dans le concept. Regarde, il a même fait une petite vidéo, imaginez que ça existe. Hein, une petite Aircam comme ça. Donc, un espèce de compromis entre une boîte d'AirPod et une GoPro. C'est une GoPro AirPod. Alors, en quoi ça serait? Vous allez me dire, ouais, mais c'est une GoPro. Bah, c'est une GoPro, ça existe déjà. Pourquoi Apple ferait ça? Apple a une expertise sur l'image, et ils le montrent quand même dans leurs iPhones, qui pourrait en faire une GoPro assez intéressante. Pourquoi ça serait intéressant par rapport à un smartphone? Pour deux raisons. D'abord, avec un petit boîtier comme ça, je remontre le concept, avec un petit boîtier comme ça, on pourrait quand même avoir une optique et un capteur à peu près 4 à 5 fois plus grand que ce qu'on pourrait mettre dans un smartphone. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pourrait faire un full frame en caméra d'action, mais aujourd'hui, si on pousse vraiment la technologie, on n'est plus très loin. On peut mettre maintenant des capteurs d'1 pouce dans des petits boîtiers comme ça, peut-être pas 5 fois, j'exagère, avec 4 fois. On peut mettre des capteurs d'1 pouce, voire plus grands. Moi, je me demande si un jour on n'arriverait pas à mettre du micro 4 tiers dans un petit truc comme ça, et donc d'avoir une optique qui serait beaucoup plus grande aussi, donc avec des qualités d'image physiques, et non pas par du logiciel, qui seraient plus grandes. Ça permettrait également,
en ayant deux écrans, un écran au dos, un écran devant, de faciliter la prise selfie et même en utilisant son iPhone, parce que bien évidemment, cette caméra serait connectée en direct avec son iPhone, d'avoir un écran de contrôle beaucoup plus grand. Et je pense notamment aux gens qui font du vlogging et ce genre de choses. Ça serait plus confortable de faire ça avec une Aircam que de faire ça avec son smartphone. Et surtout, la caméra avant serait d'une bien meilleure qualité que la caméra avant des smartphones. Euh, Là où je suis pas d'accord avec son concept. D'abord, lui met une carte SD. Je pense pas qu'Apple mettrait une carte SD dans une Aircam. Il mettrait un truc qui serait connecté directement avec votre smartphone, qui déchargerait les photos régulièrement dans votre smartphone. Merci Unakite pour ton Prime, qui déchargerait automatiquement les images dans votre smartphone. Je pense pas qu'il mettrait voilà, les cartes SD, ça me paraît un peu archaïque pour ce type d'objet. En plus, je pense qu'Apple ferait attention à faire quelque chose de relativement étanche et un lecteur de carte SD complique tout au niveau étanchéité. Là où je suis pas d'accord non plus avec son approche, c'est que je pense, lui, il a mis une interface qui est un peu iPadienne, une interface touch, un peu iPad. Moi, je pense, là, je brode, mais ce que Apple pourrait faire, c'est que l'Aircam ne serait pas dans ce sens-là. L'Aircam serait à la verticale et utiliserait carrément l'interface des Apple Watch. Je pense qu'on pourrait faire un produit qui aurait la même interface que les Apple Watch, donc avec le système des bulles là qu'on tourne, etc., qui est une interface assez facile à utiliser sur un petit écran, qui a été réfléchi pour l'Apple Watch. Pourquoi faut-il que ça soit de l'Apple? On n'en sait rien, mais là on est en train de broder sur un concept. Et si Apple faisait un appareil photo? Est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose, une proposition qui serait intéressante, Apple? Avec la technologie qu'ils ont et l'interface qu'ils ont et le traitement des photos façon Apple, je pense que oui, il y aurait quelque chose à faire. Ils l'ont déjà fait, hein. N'oublions pas que Apple, à une époque, avait lancé un appareil photo il y a bien longtemps, en 94. Je vais vous montrer parce que c'est drôle. Moi, je sais que j'en avais eu un dans mon entreprise. Ça ressemblait à ça. C'était les Quick Take. Ça faisait des photos de merde. C'était hallucinant. Voilà la pub du Quick Take 100, l'appareil photo d'Apple. C'était en 1994. Honnêtement, ça faisait des photos de merde. Bah, la taille, imaginez que la taille, ça serait la même taille ou peut-être un petit peu plus gros. Attendez, il faut que je sorte mes AirPods. Voilà, la caméra pourrait faire cette taille-là. Voilà. Un truc comme ça. Qu'on pourrait utiliser en webcam d'ailleurs, qu'on pourrait poser, qui serait contrôlable à distance. Je pense que si Apple faisait un truc comme ça, il serait connecté à AirPlay, Bluetooth, tout ce qu'il faut, voire peut-être même une recharge sans fil, j'en sais rien. Mais ça pourrait avoir cette taille-là, cette petite taille. L'interface tactile, justement, moi, mon hypothèse, c'est qu'il ferait plutôt un truc qui se tiendrait dans ce sens-là, et l'interface derrière, ça serait la même interface que l'Apple Watch, cette interface-là. S'il veut bien faire un focus. Attendez, on va se mettre en caméra du dessus. Ça va être plus clair. Voilà. Moi, je verrais bien un appareil photo avec la même interface que l'Apple Watch, qui est beaucoup plus facile à utiliser sur un petit écran, qui est réfléchi pour un petit écran. Et on pourrait avoir une interface qui ressemblerait beaucoup plus à l'Apple Watch. Et peut-être justement avec la petite couronne sur le côté. Ça serait intéressant. Et en plus, s'il faisait un truc vertical, vous voyez, attendez. On va faire les choses bien. Bougez pas. Je vais vous faire un appareil photo. Il me faudrait un sticker. Je reviens. Yep. Ils sont où les stickers? Hop. Hop.
Je prends cette planche de stickers, de magnifiques stickers Nowtech. On va dire que l'appareil photo ferait... L'objectif ferait cette taille-là. Oh, on pourrait même... Ouais, non, ça va être trop gros. Peut-être un peu plus gros que ça, mais j'ai pas le sticker adapté. Et on aurait un écran de façade ici. Voilà. Et on aurait un espèce de grand écran derrière. C'est facile à faire en fait un produit. Hein. Putain, j'aurais dû lancer Apple. Il suffit de coller des stickers. Voilà. Moi, je verrais bien un truc comme ça, avec voilà l'optique qui serait là-haut, un petit écran de façade, et au dos, un grand écran. Et une interface d'Apple Watch. Ce serait cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait une bonne idée? Est-ce que vous achèteriez ou pas? Allez, je vous le fais à... Je vous le fais à 400 €. 400 €, vous l'achetez ou pas? Non, non. On va faire un sondage. On va faire un sondage. On va faire arrêter de faire des wins. Je vous demande de vous arrêter. Aircam. Allez, je vais vous le faire à 499 €. À 499 €, j'achète. J'achète pas. Je vous mets pas trop cher parce que tout le monde reste. Moi je fais Apple, 499. 499, l'Aircam, j'achète pas, vous êtes 88. Oh là là, le flop. Oh, on est en train de flopper avec le produit, c'est grave. Vous êtes que 15% à l'acheter, 14%. Vous n'en voulez pas. C'est pas assez cher. J'aurais trop peur de casser cet objet. C'est pour ça que je n'ai pas de GoPro. Moi, ça serait plus la peur de le perdre que de le casser, mais... T'as foiré tes AirPods Pro. Non, regarde, c'est magique. Ah, puis ils sont intacts. J'enlève les stickers. Parce que c'est des stickers métal, donc qui s'enlèvent très facilement. Vous voyez, hop. C'est pas des stickers papier, sinon j'aurais pourri mes trucs. Et j'ai récupéré mes AirPods Pro. Fantastique. Par contre, j'ai niqué 4 stickers pour rien, mais bon. Ça va, on a pas mal de ces vieilles planches de stickers. Non, c'est pas des stickers qu'on peut vous vendre, vous filer, parce que c'est des stickers qui nous servent à marquer le... Ce serait trop cher à vous envoyer, en fait. Tim me dit qu'Apple va plutôt créer une bouteille de pipi pour la pause pipi d'Amazon. D'accord. Putain, on a plus... Ah, quoique, vous êtes quand même 15% à l'acheter. Ah, sachant que je fais une marge de porc là-dessus, vu que ça me coûte à peu près une cinquantaine d'euros à fabriquer, avec les Ouïghours, je fais l'ignoble Apple. Ouais, ça se tente quand même à 15% d'achat, c'est pas si mal, hein. Ça passe, hein. Mais bon, vous êtes quand même une grande majorité à ne pas acheter, hein. Early Access. Moi, je peux même vous donner le pronostic. Première génération d'Aircam, il n'y a que 15% qui achèteraient. Deuxième génération, c'est que ça va faire comme ça ferait comme les AirPods, à moins qu'Apple se chie sur le produit, ce qui sera probable avec la V1. Mais le truc va être tellement hypé, ils vont trouver une fonction auquel personne n'aura pensé. La génération 2 se vendra comme des petits pains. Aujourd'hui, je vais même être assez provoque. Apple pourrait être le seul. Ils ont une marque tellement forte. Ils pourraient être le seul à sortir
ce type d'objet sans flopper. Parce que bon, GoPro et tout, c'est bien beau, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui l'achètent, ce genre d'objet. Les gens font des photos avec leur smartphone. C'est très compliqué aujourd'hui d'acheter, de lancer un appareil photo à moins de 1000 euros, entre guillemets. Après, des gros appareils dédiés, oui, il y a encore un marché pour ça. Mais tout l'appareil photo, on va dire, de tourisme et pour amateurs, entre 1000 et 0 euros, enfin, voilà, dans ces gammes de prix, le marché a été ravagé, a disparu. Les gens prennent des photos avec leur smartphone maintenant. Les gens finissent par acheter pour pas passer pour des cons. Il est 9h20, il est temps qu'on passe au camp de fac. Eh ben, ça va être fait tout de suite. Et les camps de fac, la dernière rubrique de l'émission. Vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses. C'est à vous. C'est à vous. J'ai un nouvel écran ici pour lire vos questions beaucoup plus facilement. Enfin, ça affiche plein de trucs. J'en profite juste pendant que vous tapez vos premières questions pour remercier. Il y en a certains que j'ai oubliés. Une Kite, Jérôme P, Sawa79, IQ22, Sylvain Lto. Je les remercie pour leur prime et leur sub. Merci à vous. C'est quoi la caméra qui me filme là? C'est un GH5S de chez Panasonic. Mais c'est l'objectif que tu aurais dû me demander, si tu connaissais. 700 spectateurs, la chaîne progresse bien, toujours content. Très content de notre arrivée sur Twitch. On est ravis d'avoir autant de monde le matin sur Twitch et de vous être de plus en plus à nous suivre sur Twitch. Et ça fait bien plaisir. Il manque une rubrique dans le mug. Son lit et brossage dedans. Ouais, j'ai pas compris. Je demande parce que l'autofocus est aux fraises. Oui, c'est clair, c'est un Panasonic. Donc l'autofocus est aux fraises. Ça fait pas, c'est notre signature visuelle. L'autofocus aux fraises. L'objectif, ouais, c'est un 17 mm f1.2. Donc équivalent 35 mm. Merci IMAX pour ton prime. Existe-t-il un bon chargeur solaire pour économiser sur sa facture? Jamais testé de chargeur solaire. Mais tu me donnes une idée. Faudrait le faire. Faudrait du soleil, mais faudrait le faire. Pour avoir des meilleures performances Wi-Fi, vaut mieux acheter un bon routeur, borne Wi-Fi ou répéteur. Alors, ça sert pas aux mêmes choses, les trois trucs. Déjà, il faut que tu évalues si effectivement ta box, est-ce que tu as une box ou pas? Parce que les box ont déjà des bornes Wi-Fi, des routeurs et même des... Alors, les répéteurs, nous, on aime bien... je vous avais fait le test il n'y a pas longtemps des... Ah, le nom m'échappe. Les boîtiers blancs, là. C'est Netgear qui fait ça. Aidez-moi. Les Orbi, voilà. Les Orbi, c'est pas mal comme répéteur chez toi. Pour faire un Wi-Fi maillé, en fait. C'est le Orbi 300. Je sais plus lequel j'ai testé récemment voilà, on en avait parlé. Ah oui, Samuel qui répond. Tiens, maintenant, il y a la vignette dans la chatroom, c'est cool. Merci, QWERTY, pour ton prime. Dans le shop, voilà. On l'a testé dans le shop, notre nouvelle émission, le mercredi à 12h30. L'émission avec Pierre Bellemare au Canard et Maryse. Que je vous conseille de regarder. C'est une émission indispensable qui révolutionne Twitch beaucoup plus que Samuel Etienne. Urbi et Orbi, exactement. L'appareil Apple pourrait devenir une petite caméra d'intérieur compatible avec le HomePod. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'une petite caméra qui pourrait te servir de caméra de surveillance quand tu l'utilises pas. Mais bon, en même temps, t'aimerais bien la prendre en vacances pour prendre des photos avec. Donc,
Une caméra de surveillance, je sais pas. Allez, ultime tentative, le modèle de la caméra qui filme du dessus. Ah, c'est le Sony ZV-1 qui est au-dessus. Tout le monde me demande pourquoi tu l'as pas testé sur la chaîne. Je le dis, à part son autofocus, pour moi, c'est tout ce qu'elle a. Je n'aime pas beaucoup cette caméra, la ZV-1. Donc c'est un peu pour ça que j'en ai pas fait une vidéo. Mais je dois reconnaître que l'autofocus est excellent, comme la plupart du temps. Mais moi, l'autofocus n'est vraiment pas un truc. Alors c'est vrai, et j'y pense. J'y pense de plus en plus pour faire le mug le matin, avoir une caméra qui aurait un vrai autofocus beaucoup plus performant. Nous, l'autofocus, on s'en sert pas en vidéo du tout. Il n'y a que pour les lives où on aurait besoin d'un autofocus. Donc c'est pas un truc qui nous a fait choisir nos caméras. Mais c'est nous. Après, il y en a d'autres, les vlogueurs et tout ça, ils ont plus besoin d'un autofocus. Et c'est vrai que pour l'exercice du live le matin, le GH5 n'est pas un objet parfait pour l'autofocus, ça c'est clair. Pourquoi j'aime pas? Parce que pour la qualité d'image sur Newt, je te réponds, le ZV1 pour moi, il vaut mieux utiliser son smartphone. Tu as à peu près la même qualité d'image, un peu au-dessus, mais avec une ergonomie que je trouve mauvaise, beaucoup trop chère, et un smartphone fait à peu près la même chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas aimé le ZV1. La carte son pour mon micro, alors c'est une mixette, c'est la Scarlett. C'est Focusrite qui fait ça. Est-ce que je pourrais vous la montrer sans... C'est la Scarlett. Je vais vous donner la référence exacte de ma Scarlett. Hop, si je récupère la souris ici. C'est Scarlett 2i2, je crois. 2i2 USB. C'est la carte son là, sur laquelle est branché mon micro Blue que vous voyez ici. AirPods Pro ou attendre les AirPods 3. AirPods Pro sont vraiment bien. Sont vraiment bien. Et même, qu'est-ce qu'apporterait plus des AirPods Pro 2? J'en sais rien. La réduction de bruit est géniale. C'est vraiment mon objet tech 2020-2021 que j'ai toujours sur moi, que j'adore. Comment ça se passe la chasse d'appartements? Ça se passe de commentaires. Non, on est sur quelque chose. Euh, je touche du bois. Voilà. C'est bon là? J'ai assez touché le bois. J'hésite à investir dans Filmic Pro pour mon S20 pour une utilisation non pro. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, je connais pas très bien Filmic Pro sur Android. Donc, je ne sais pas s'il est aussi bon sur Android que sur iOS. Mais sinon, c'est une très bonne app. Dire qu'à une époque, Jérôme vantait les Beats avec un câble entre les deux. Ils étaient très bien, les Beats. Hein. J'ai même un peu les boules de les avoir pétés. Je préférais les Beats aux premiers AirPods. Vraiment, hein. Et moi, ils convenaient mieux à mon usage. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, je pensais pas arriver à être assez discipliné pour remettre les écouteurs dans leur petite boîte et tout. J'avais pas assez utilisé le produit au quotidien. Donc, cochon qui s'en dédie, il y a des choses pour lesquelles j'ai critiqué les AirPods à leur sortie. Je suis revenu dessus depuis. On fera un live post-live Apple, oui. Avec Guillaume, oui. À moins d'un contretemps, oui, on fera un live. Pour des coques Rhinoshin sur des AirPods ou pas, ne mens pas, on voit tes AirPods sans coque. Alors, pourquoi je n'utilise pas ma coque? Alors, cochon aussi qui s'en dédie. J'utilise la coque Rhinoshield. Si vous ne savez pas pourquoi, allez voir ma vidéo qui s'appelle l'objet le plus indispensable de ma vie. Et là, j'utilise une coque Rhinoshield pour ma deuxième paire d'AirPods. Oui, j'ai 2 AirPods, mais quel bourgeois. J'explique pourquoi dans cette vidéo.
Je peux. Pourquoi? D'abord parce que je peux me le permettre. Non, mais j'utilise tellement les AirPods et que je bouge tellement que j'ai pas revendu mes premiers AirPods parce que c'est mes AirPods de secours. Bref. Donc je l'utilise sur cet objet. Pourquoi je l'utilise pas sur mes AirPods principaux, mes AirPods Pro? Parce que j'ai vraiment besoin que ça rentre dans ma poche de jean, la poche Zippo là. Voilà. Et si je mets la coque Rhino Shield autour, ça rentre pas là. Et pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Ça fait partie pour moi de ce que j'aime dans les AirPods. Il est 9h30, il va falloir qu'on arrête là. Le sac qui dégueule de câble. Oui, il est ouvert, Olek. Eh oui. Il est 9h30, pile poil. Je vais vous quitter. Je vous retrouve demain matin à 8h. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Portez-vous bien. Soyez forts, soyez bons, etc., etc. N'oubliez pas ce soir le rendez-vous photo avec Guillaume. Si Guillaume est encore là, c'est à quelle heure C'est 21h généralement. Le rendez-vous photo avec Guillaume ce soir. Est-ce qu'il est encore là, Guillaume? Guillaume. 21h. Olek Impec répond à la place de Guillaume. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Ah, il faut qu'on raide quelqu'un. Faut qu'on raide. On va regarder ça. Alors, lancer un raid. Eh ben, je vais prendre celui dans ma liste qui a le moins, et c'est Flonflon Musique. Donc, on va rejoindre Flonflon Musique ce matin. Je lance le générique et je lancerai le raid. Hop, générique de fin. À demain tout le monde.